Bienvenue à ce webinaire que nous avons intitulé Réinventer l'expérience client en intégrant ChatGPT. Alors, j'ai réuni aujourd'hui trois acteurs de la relation client pour qu'ils nous racontent leur histoire et nous témoignent de leur expérience avec ChatGPT. Borja Sixto, fondateur de la Bonjour. société Ulex. Borja est reconnu comme un expert dans la création de callbots. Louis-Clément Schiltz, fondateur et président de la société Wibotit. Alors, Louis Clément est un véritable pionnier dans le monde des bots et de l'intelligence artificielle conversationnelle. Et enfin, Frédéric Canvet, expert chevronné en matière de gestion de produits liés aux bots de la société Eloquent. Alors, Frédéric, on va démarrer avec toi pour que tu nous présentes dans un premier temps les défis des responsables de la relation client en 2024. Oui, tout à fait, parce que je pense que avant de parler de bot, il faut expliquer le pourquoi. Et en fait, nous, ce qu'on voit en fait sur le marché, sur le terrain, c'est qu'il y a véritablement un double défi pour les responsables de la relation client dans toutes les entreprises, qu'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise. En fait, grosso modo, il y a une première injonction qui est, OK, mettez de l'humain, c'est super important, tout simplement parce que l'humain, c'est ce qui va permettre d'améliorer l'expérience client, de donner une expérience client exceptionnelle. Donc, en fait, le but, ça va être de fluidifier les relations clients, d'être là au bon moment. Et bien entendu, lors d'un moment de vérité, lorsque quelqu'un a une demande urgente, lorsqu'il y a un problème, avoir une personne qui est là pour faire le pas de côté qui va permettre vraiment de créer cet effet waouh. Et donc tout ça, c'est véritablement cet aspect humain. D'un autre côté, eh ben, en fait, il y a aussi une injonction qui est, bon voilà, vous êtes responsable de la relation client, mais en même temps, il faut répondre super rapidement. Donc, il faut répondre, si possible, en moins d'une minute. Certains vont même à 30 secondes entre le moment où la personne appelle et elle est prise en main par un conseiller. Donc, répondre super rapidement, réduire ces fameux délais d'attente. En même temps, on leur dit, bah voilà, il faut réduire les coûts internes parce que tout simplement, bah, il y a des coûts de structure qui augmentent. On a vu les coûts de l'énergie, l'inflation. Et ben, en fait, on leur dit, bah voilà, ouais, ok, d'accord, tu faut offrir un bon service de qualité, mais en même temps, il ne faut pas faire exploser les coûts. Et la troisième chose, le troisième point, c'est anticiper les changements à la fois techniques et humains. Bah, tout simplement, il y a cet aspect self-care, parce qu'en fait, les gens veulent avoir une réponse 24 heures sur 24, très rapidement, et cet aspect immédiateté est vraiment essentiel. Donc, à la fois, on leur dit, OK, il faut que tu fasses du qualitatif, donc de l'humain, et en même temps, eh ben, en fait, il faut réussir à maîtriser les coûts, automatiser quand il le faut. Et c'est donc la bonne intégration de ces deux contraintes qui va faire qu'on va réussir à avoir un bon service client et une expérience client qui va être en phase avec les attentes des consommateurs. Alors justement, si on parle de cet aspect répondre aux attentes, on voit bien que le bot a véritablement été l'un des piliers de ces dernières années pour tout simplement améliorer cette expérience client. On voit en fait, c'est une étude qui a été menée par Élu Service Client de l'année, et on voit en fait que les chatbots, les bots de manière globale, sont devenus, en l'espace de 5 ans, le troisième canal de communication entre les consommateurs et les entreprises. Grosso modo, le bot, c'est désormais 25% des interactions entre les clients et les consommateurs, fois 3 en 5 ans. C'est assez énorme, même si le The téléphone names reste le are canal not numéro un. Et an d'ailleurs, c'est ce audition. qu'on verra au I'm really niveau thinking of the people. I comment know dire, it's not a proper way of saying it. de ce webinaire, l'importance des callbots. Le téléphone reste important et le mail ici. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que on voit aussi que la satisfaction n'est pas forcément la meilleure par rapport au téléphone. On a uniquement 54% de clients satisfaits, même si cette augmentation augmente de 7 points en un an. Et ça, en fait, c'est vraiment lié à un travail qui doit être effectué sur la pertinence et la qualité du bot. Et ça, on en parlera juste après. Alors, l'autre point que je voulais aborder avec vous dans cette petite introduction, c'est que les bots, justement, sont là pour améliorer l'expérience client et la productivité. Et on voit qu'il y a bien deux niveaux d'usage. Chez nos clients, en fait, on voit bien qu'il y a un premier niveau qui est vraiment simple. C'est je me lance, en fait, dans l'intelligence artificielle, je me lance dans les bots. Et le premier niveau va être simplement d'améliorer l'expérience client avec quelque chose de simple et pratique. Ça va être le chatbot FAQ qui va répondre de manière
vraiment générique aux demandes les plus courantes. Est-ce que comment je fais pour suivre mon colis? Est-ce que je prenais une commande? Est-ce que vous prenez les chèques cadeaux? Vous avez un bon exemple qu'on a mis en place, par exemple, chez King Jouet. Et lors des pics d'appel, lorsqu'ils font quasiment x10 en fin d'année, bah, le chatbot est super utile pour ça. Il permet de générer des questions et des réponses très simples, en fait, et faire une escalade vers l'agent lorsqu'il y a des demandes complexes ou tout simplement des demandes à valeur ajoutée comme acheter un produit. Ce premier niveau au téléphone se manifeste par un SVI langage naturel, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire taper 1, taper 2, taper 3, lorsqu'on peut le voir dans cette petite illustration qui est pas très user-friendly, en particulier pour les personnes un peu seniors ou qui sont pas habituées à l'informatique, et ben tout simplement, là, en fait, on va avoir un bot où c'est l'entreprise qui va écouter la demande du client et qui va y répondre, ce qui est quand même vachement plus agréable. Donc, en fait, le SVI langage naturel, c'est ça. Je vais dire, bah, tiens, j'ai tel besoin. Et en fait, on va comprendre ce besoin et on va soit y répondre de manière générique, soit en fait, on va router vers le bon service. Donc ça, c'est le premier niveau. On a vraiment un premier niveau d'expérience client. Mais si on veut véritablement gagner en productivité, en efficacité, eh ben, il faut passer au deuxième niveau. Et là, on va apporter vraiment plus de valeur ajoutée. Là, en fait, on va répondre avec des réponses personnalisées. Quel est mon solde bancaire? Est-ce que je peux passer une commande, etc., etc. Et ça, par exemple, on le voit ici avec Primagaz, qui est un de nos clients, où tout simplement, on va gérer ses pics d'activité lorsqu'il fait froid. Les gens veulent savoir combien coûtera le plein de ma cuve, etc., etc. La deuxième chose, c'est le bot de traitement, où on va traiter une demande. Au lieu de la faire traiter par un conseiller parce que ça a peu de valeur ajoutée, peu d'intérêt, et on peut le faire 24 heures sur 24, et bien à ce moment-là, on a un callbot qui est là pour répondre tout le temps aux demandes des clients et faire un traitement global, solde de compte, etc., ou un pré-traitement, c'est-à-dire enregistrer une demande et la faire traiter après par un agent. C'est également l'âge augmenté où on va lui permettre tout simplement d'aller récupérer soit une transcription, une synthèse d'un compte rendu ou alors une préqualification. Et enfin, le bot est un petit peu plus innovant, c'est d'appel sortant. On va pouvoir envoyer un appel pour, par exemple, lancer une qualification de disponibilité, en rappeler un rendez-vous, changer un rendez-vous, etc. Tout cela nécessite une chose qui est importante, c'est d'analyser les interactions entre les interactions polluantes que le bot justement doit filtrer, les interactions automatisables qui n'ont aucun intérêt à être traitées par un conseiller parce que c'est du clic-bouton, c'est du copier-coller. Au contraire, les interactions à forte valeur ajoutée qu'il faut garder auprès des agents. Et enfin, avec le temps qui va être dégagé par l'automatisation et les interactions polluantes, on va tout simplement développer des interactions à valeur ajoutée par les conseillers. C'est de l'appel proactif, c'est du cocooning, etc., etc. Et tout cela, en fait, ça va être rendu possible par les bots et en particulier par ces dernières innovations autour de ChatGPT que je pense que Clément va pouvoir nous Exactement. présenter. Bah, écoute, Frédéric, merci. Donc, effectivement, toute cette valeur ajoutée, et quid de ChatGPT là-dedans? Ce que je te propose, Louis Clément, c'est que dans un premier temps, tu nous réexpliques un petit peu globalement ce que c'est que ChatGPT. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ChatGPT, c'est un grand modèle de langage. L'abréviation anglaise, c'est un LLM. Et donc, c'est des nouveaux modèles on va dire qui utilisent l'intelligence artificielle et plus précisément du deep learning, qui ont été entraînés d'une façon qui est assez originale, c'est qu'on n'a pas eu vraiment besoin de l'humain. Concrètement, on a pris des blocs de contenu, donc on a pris une image là pour l'illustrer, mais c'est plutôt des blocs de texte. Vous enlevez le dernier mot de ce texte et vous demandez à la machine de prédire quel était le mot le plus probable. Et en fait, comme vous avez le texte d'origine, bah, le modèle est capable de s'auto-évaluer et de savoir de lui-même si sa prédiction était la bonne. Donc, pour pouvoir entraîner ces modèles, ça nécessite des puissances de calcul colossales. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas non plus tant d'acteurs sur le marché qui se sont lancés, mais donc ChatGPT d'OpenAI est le LLM le plus connu. Et un point assez important, c'est que vous avez sûrement peut-être testé ChatGPT dans le cadre de votre travail ou à titre personnel, avec ce qu'on appelle un prompt. Donc, un prompt, c'est l'instruction que vous donnez à la machine pour que la machine vous réponde. Et en fait, si vous voulez avoir des résultats réellement qualitatifs, il ne faut pas simplement lui donner une tâche à effectuer. Il faut lui fournir donc un persona, c'est lui dire qui est-ce que l'IA doit incarner. Donc, par exemple, agit comme un expert en relation client pour une banque. Il faut lui donner des tâches, donc ce que l'IA va devoir accomplir. Par exemple, fournir des réponses et des solutions aux questions courantes des clients concernant nos produits et services bancaires. Indiquer qui va être la cible. Donc, la cible, ça pourrait être les clients actuels et potentiels de la banque qui cherchent des informations ou qui ont des préoccupations concernant leurs comptes, des prêts, leur carte de crédit ou différents services que la banque est en mesure de leur proposer.
C'est toujours utile d'indiquer un raisonnement. Donc, en tant qu'expert de la relation client, vous savez a priori comment répondre à vos clients. Et donc, il faut indiquer à la machine comment procéder. Ça pourrait être, par exemple, commence par comprendre les besoins et les préoccupations spécifiques de ce client, utilise les informations et la politique commerciale de la banque pour fournir la réponse la plus appropriée et utile. Assure-toi de mettre l'accent sur la sécurité, la confidentialité, le bien-être financier du client. Enfin, plus vous serez exhaustif en fait sur le raisonnement à suivre, meilleurs seront les résultats. C'est toujours pertinent également de fournir un contexte, donc indiquer pour quelle banque le ChatGPT est censé travailler. Également, le format attendu des réponses. Donc, par exemple, réponds avec des messages courts, sois précis, cite tes sources, ainsi de suite. Et ainsi que le ton à employer. Donc, utilise un ton rassurant, clair, professionnel, fais preuve d'empathie, ainsi de suite. Donc, plus vous serez détaillé dans votre façon d'interagir avec ces IA, meilleurs seront les résultats. Donc, on est en capacité aujourd'hui d'utiliser ChatGPT pour travailler sur différents canaux. Donc, du mail, on vous donnera un exemple. La voix, Borja vous fera une belle démonstration d'un callbot branché à ChatGPT, mais également dans du chat, donc dans du chatbot, où ChatGPT peut être utilisé pour soit seconder une IA déjà existante, soit tout simplement pour répondre directement. D'accord. Donc, moi, ce que j'entends, c'est un résultat qualitatif, mais avec des prompts relativement complexes. Est-ce que tu utilises d'autres briques dans ton architecture que ChatGPT pour justement obtenir un résultat qualificatif? En fait, une des grandes problématiques de ChatGPT, on a peut-être entendu parler, c'est la notion d'hallucination. Donc, l'hallucination, c'est quand la machine, vous demandez quelque chose à ChatGPT, il n'a pas forcément les informations nécessaires dans l'entraînement qui a été effectué pour vous répondre. Et donc, plutôt que de dire je ne sais pas, il va raconter n'importe quoi. Donc, pour éviter ce qui peut être fortement problématique dans un contexte de relation client, particulièrement si vous êtes dans des secteurs réglementés comme la banque, l'assurance. Donc, l'architecture qu'on a choisi, nous, de mettre en place, en tout cas qu'on a trouvé la plus robuste, c'est de dire, comme pour un chatbot classique, vous allez avoir un moteur de NLP, donc c'est un moteur de traitement du langage. Donc ça, c'est les fameuses bases de connaissances dont vous avez peut-être déjà entendu parler, où vous allez définir les 100, 200 questions auxquelles votre chatbot va pouvoir répondre. Et on va y combiner d'autres briques. C'est-à-dire que l'utilisateur va poser une question, on va voir si c'est une question qu'on a déjà dans la base. Si jamais on a déjà la réponse dans la base, bah, tout simplement on répond. Et si jamais on l'a pas, c'est là on va aller interagir avec ChatGPT. Et par une mesure de confidentialité, on a pris le parti, nous, de rajouter une brique de pseudonymisation. Donc, c'est-à-dire que si dans le message, l'utilisateur dit bonjour, je m'appelle Monsieur Shields et j'ai tel numéro de compte chez vous, à aucun moment je vais envoyer à ChatGPT Monsieur Shields, mais je vais envoyer une variable genre et une variable nom de famille. Et donc, lorsque je vais interagir avec ChatGPT, je vais lui donner donc non seulement le message du client, mais également, je peux lui passer des briques d'informations. Donc, ces informations, elles peuvent venir du SI de la banque, pour reprendre mon exemple, ou alors d'une base de données documentaire. Ça peut être les conditions d'un prêt, ça peut être de la politique commerciale, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, comme les autres modèles d'IA générative de texte, sont nuls en maths. C'est-à-dire que si vous pouvez essayer de faire des divisions, des multiplications un petit peu complexes, il y a de très fortes chances que les résultats soient totalement faux. Et donc, il nous paraît pertinent de rajouter des briques liées au calcul. Donc, ça peut être un moteur de calcul qui est fait ad hoc pour un cas d'usage donné, ou alors interagir avec des API, donc par exemple que la banque mettrait à disposition pour calculer quel pourrait être le taux d'un crédit. Et puis c'est une fois qu'on va avoir combiné toutes ces informations et obtenu une réponse, on va être en mesure de l'afficher au client. Bon, bah, écoute, c'est super intéressant. Donc, effectivement, ça nécessite quand même un vrai savoir-faire là autour de toutes ces problématiques d'architecture et d'intégration. Il n'y a pas de Je avec voudrais plaisir. maintenant qu'on parle un petit peu du canal téléphonique. Alors, Frédéric nous a expliqué que le canal téléphonique restait le canal privilégié pour contacter un service client. On a parlé de bot, de callbot. Borja, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est qu'un callbot en quelques mots, hein? Alors, en quelques mots, le callbot, c'est le chatbot appliqué pour le canal téléphonique. Donc, le principe, c'est quoi? C'est un robot avec lequel les clients vont pouvoir parler en langage naturel. Sa mission, c'est quoi? C'est d'apporter des réponses rapidement, automatiquement, et le cas échéant, de pouvoir transférer vers un agent avec au minimum une information sur le motif de l'appel. Voilà. Donc, ce sont des solutions de traitement automatique des appels téléphoniques et qui ont deux gros avantages. Le premier,
c'est d'améliorer l'expérience client, puisqu'ils n'ont plus besoin d'attendre et la machine a une qualité de réponse qui est bonne. Deuxième point, c'est la réduction des coûts sur ces traitements. Alors, je sais que tu as pas mal travaillé là sur ChatGPT. C'est quoi les avantages d'utiliser ChatGPT dans ces callbots? Bah, je vais reprendre un peu ce que dit Louis Clément. C'est premièrement son aptitude à comprendre des demandes complexes, parce qu'on va leur apporter aussi un contexte relativement détaillé, et sa capacité de générer des réponses de qualité. Donc ça, c'est vraiment le premier élément important pour nous, pour ChatGPT. Deuxième chose qu'on retient à nous, c'est sa modalité de programmation. Voilà, on n'est plus sur des langages informatiques, on n'est plus sur des interfaces graphiques dites no-code, peuvent paraître aussi un peu complexes, ou des entraînements d'IA basés sur des jeux de données importants. Là, on va générer des prompts, donc on va donner des consignes relativement détaillées à une machine, et ça se passe avec du langage courant. Et puis, pour nous, dans le cadre de l'appel téléphonique, un des avantages de ChatGPT, c'est d'éviter que la machine n'ait pas compris. Voilà, on a souvent tendance à entendre ces messages dans les SVI en langage naturel. Donc, on l'a dit, on a des traitements qu'on sait faire. Lorsqu'on ne sait pas répondre à des questions génériques qui n'ont pas été prévues, ChatGPT va permettre d'apporter des réponses. Et dans un contexte déterminé, on peut arriver jusqu'à 99 de réponses apportées par une machine. 99%, c'est énorme. Alors, ChatGPT, c'est quand même à la base un modèle qui a été créé pour l'écrit. Quels sont les obstacles que tu as dû surmonter pour justement le faire fonctionner au téléphone avec un callbot? Alors justement, comme l'a dit Louis Clément, ça a été entraîné sur du texte. Donc la contrainte, c'est que ChatGPT sait écrire. À l'oral, on s'exprime d'une façon un peu différente. Donc les phrases peuvent être longues, il y a des énumérations, donc il y a une première adaptation sur la forme que génère ChatGPT. La deuxième contrainte, qui est une contrainte qui est vraiment embêtante pour la partie téléphonique, ce sont les latences. Voilà, le succès de ChatGPT font que les plateformes aujourd'hui sont quand même bien sollicitées. Les modèles sont très lourds, donc ça demande des capacités de machine très très importantes. Donc il y a une certaine latence entre le moment où on soumet une question et le moment où ChatGPT répond. Donc on verra comment on absorbe ces latences. Les risques de mauvaise réponse. Donc, si on laisse ChatGPT tout seul, avec sa base actuelle, elle peut être éloignée du contexte de nos clients. Donc, ça, fait partie aussi des contraintes qu'il faut absolument réguler. Puis, machine compliquée, ça veut dire aussi un prix d'accès à l'API, à la technologie, qui est relativement cher. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Effectivement, le prix, c'est un vrai sujet. Alors concrètement, comment tu as réussi et qu'est-ce que tu recommandes pour optimiser tous ces points? Alors, bon, pour les latences, ce qui est vraiment un point gênant, la téléphonie demande de la réponse immédiate. On n'a pas d'option pour faire attendre efficacement un client. Donc, on va quand même voilà, attendre la réponse et on va falloir habiller, comme on dit, avec des messages qui vont être diffusés pendant ces phases de réflexion de ChatGPT. Les moteurs aussi de la voix vont être très importants. On parlait dans l'introduction de moteurs de transcription ou de moteurs de voix de synthèse avec des langues, des voix expressives. C'est indispensable. Les phrases sont longues, donc si on a un text-to-speech monocorde, ça va vite être indigeste. Donc aujourd'hui, ChatGPT demande aussi sur un certain nombre d'éléments de s'améliorer, et donc on apporte de nouvelles technologies ou des correctifs qui permettent finalement d'améliorer le rendu et la compréhension des utilisateurs. Et enfin, comme l'a dit Louis Clément, voilà, on utilise souvent des IA à différents niveaux pour traiter des demandes que ChatGPT ne saurait pas traiter, comme une mise en relation. Voilà, ChatGPT va pas être capable de renvoyer, de piloter techniquement la plateforme téléphonique. Donc, ces éléments vont être traités à différents étages. Donc, les requêtes passent pas toutes systématiquement par ChatGPT, certains vont être filtrés, et sur les réponses, on va avoir exactement un comportement similaire. Donc, les réponses de ChatGPT peuvent être aussi à leur tour filtrées pour être adaptées pour le canal téléphonique.
D'accord. Donc, il y a vraiment un vrai travail d'intégration. Tout à l'heure, Louis Clément parlait des prompts à maîtriser, hein. Là, il faut aussi maîtriser les différents moteurs de speech to text, la voix. Donc, c'est pas si simple. Et on verra tout à l'heure, effectivement, la démo que tu nous as préparée. Louis Clément, tu peux nous dire quelques mots sur les aspects réglementaires autour de ChatGPT, confidentialité des données, hein? Ah, ça, c'est à mon sens, un des grands enjeux. Donc, vous avez d'un côté des modèles commerciaux qui vous me proposent donc des contrats de licence. Donc, les modèles commerciaux dont vous avez entendu parler, ça va être évidemment ChatGPT d'OpenAI, mais vous avez également Claude 2 d'Anthropic, une startup américaine financée notamment par Google qui a levé plusieurs centaines de millions de dollars. Vous avez Google Bard, qui est le concurrent donc, de Google. Et vous avez l'autre pendant qui vont être les modèles open source. Donc, vous avez notamment Llama 2 qui était proposé par Meta avec une licence Apache. Vous avez les Émirats Arabes Unis qui ont sorti deux modèles qui s'appellent Falcon, enfin différentes versions. Un modèle qui s'appelle Falcon sont également très performants. Et donc, c'est dans un cas, c'est devez faire confiance à l'éditeur par qui vous passez et suivre évidemment, enfin, regarder rigoureusement la politique de confidentialité qu'ils vous proposent. Aujourd'hui, ce qui nous semble le plus sûr, c'est d'utiliser soit ChatGPT sur Azure, qui vous permet donc, c'est des modèles qui peuvent être, qui sont hébergés en France sur les serveurs d'Azure, avec qui vous avez sûrement déjà un accord et vos données sont peut-être déjà chez eux. Ça, a priori, il n'y a pas des risques très très élevés. Comme je le présentais précédemment, on prend le parti, nous, d'éviter d'envoyer des données personnelles aux différents LLM par souci de confidentialité, en partant du principe que si une donnée n'est pas partie de votre serveur, bah, on limite quand même fortement les risques de fuite. Puis après, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles open source, vous avez deux façons de les faire tourner. Donc, soit vous passez par Hugging Face, qui est une boîte lancée notamment par des Français, Cocorico, qui a levé, pareil, des sommes colossales, qui vous permet d'utiliser des modèles open source. Sauf que ça veut dire qu'ils tournent sur leur serveur avec les mêmes problématiques de confidentialité. Mais comme c'est de l'open source, vous pouvez également avoir vos propres machines et faire tourner ces modèles chez vous. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut des serveurs avec des cartes graphiques extrêmement puissantes. Et donc, du coup, le coût va être probablement assez significatif. Notre préconisation étant souvent de dire, dans une phase de POC MVP, on prend du OpenAI sur Azure. Et une fois que vous aurez prouvé un vrai ROI ces LLM, de ces grands modèles de langage, alors ça pourra valoir le coup pour vous de faire l'investissement sur une infrastructure ad hoc, pour faire tourner un modèle open source chez vous. Bah, écoute, je te remercie. Il nous reste moins de 10 minutes. On a prévu trois démonstrations. Donc, les deux premières, vous nous êtes présentées par Louis Clément et on terminera par une démonstration sur la partie Colbot. Donc, premier cas d'usage, Louis Clément, hein. Qu'est-ce que Alors, tu nous proposes là? premier cas d'usage c'est un POC qu'on avait fait pour le groupe Casino, avec comme problématique, en tout cas, la question qui était posée, c'était est-ce que ça vaut le coup de délocaliser la relation client au niveau des magasins? Sauf que si on délocalise une partie de la relation client au niveau des magasins pour répondre aux avis clients qui ont été laissés sur Google My Business ou autre, on a une problématique de qualité de la réponse qui doit non seulement suivre la politique commerciale du groupe, mais également toutes les bonnes pratiques de la relation client et les collaborateurs ne sont pas forcément formés en local. Donc, ce qu'on a conçu, c'est une plateforme en ligne assez simple où le collaborateur peut mettre le message qui a été reçu et on va générer une réponse à ce commentaire ou à ce mail en utilisant non seulement les CGV de l'enseigne, mais tous les process internes. On peut vérifier de la donnée dans le CRM, etc. Donc ça, c'était un premier cas d'usage. Je vais passer au slide Euh, suivant. je présente la petite vidéo ou tu veux passer au cas d'usage Oh, suivant? quoi, tu peux la présenter rapidement. Mais, Ok. peut-être avancer à la moitié, c'est là où on va voir. La présentation d'un POC que Webutit a développé pour le compte du groupe Casino. L'idée étant de permettre aux équipes du terrain, donc des magasins, de répondre aux avis clients les concernant d'une manière la plus qualitative possible en respectant le ton de l'enseigne. Pour vous montrer comment ça fonctionne, on va vous faire une démonstration. Donc, j'ai pris un avis client réel que j'ai trouvé sur Trustpilot. Voici l'avis client. Si vous voulez, donc c'est un avis client qui n'était pas forcément très très élogieux.
Et donc, on va découvrir la réponse à envoyer. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a envoyé à ChatGPT avec toute une configuration l'avis client. Donc, comme vous pouvez le voir, non seulement nous avons donc eu un résumé de la taille que j'ai demandé, nous avons eu une réponse qui nous était proposée. Là, on voit que la réponse est tout à fait qualitative. Et on a bien des tags qui ont été mis qui permettent de catégoriser la question qui a été posée. Non seulement en qualité d'expérience client, mais surtout. Bonjour à toutes et à tous. Et donc après, ça, c'est un autre cas d'usage. Alors, peut-être pas le faire entier parce que c'est un peu plus long, mais donc pour vous donner le contexte, c'était pour l'équivalent suisse du MEDEF qui voulait faire un assistant juridique avec ChatGPT qui se base sur le code du travail suisse, sur des FAQ qui ont été émis par ce syndicat de patrons et sur la jurisprudence avec un vrai enjeu là qui est de ne pas avoir d'hallucination. Donc l'hallucination, c'est quand la machine raconte n'importe quoi quand elle n'a pas la donnée. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous essayez de faire ce qu'on appelle de l'embedding, donc vous découpez des blocs d'informations, vous donnez à ChatGPT sur des grands corpus documentaires et que vos documents sont assez longs, par défaut, il va prendre les informations au début de votre PDF, les informations à la fin, et il va y avoir des gros trous sur la raquette sur ce qui se trouve au milieu. Donc, vous avez pour arriver à faire des assistants vraiment performants qui utilisent des bases de données internes, il y a un gros travail de préparation de la donnée qui permet, en associant ces données préparées avec le bon prompt et différentes briques techniques, d'apporter des réponses qui sont à la fois précises et fiables et de faire en sorte que quand la machine n'a pas l'information, elle vous dise je n'ai pas suffisamment d'informations pour répondre, plutôt qu'elle invente quelque chose. D'accord. Tu veux qu'on passe quand même la petite démo ou Bien sûr, enfin, vu le temps, je pense vu le que temps pas nécessaire? Donc, ce que bah, écoute, merci beaucoup pour bonjour à toutes et à tous. pour ces deux Ouais. exemples. On va terminer la dernière démonstration avec Borja sur un cas concret, un exemple client, donc un client qui propose des robes de mariée sur mesure. Donc je vous fais écouter la petite démo, puis éventuellement Borja, tu me diras deux, trois mots sur. À des fins d'amélioration de notre service, cet appel est susceptible d'être enregistré. Bienvenue. Je suis l'agent conversationnel du Club des mariés. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je cherche à acheter une robe de mariée. Alors, je suis ravie d'apprendre que tu recherches une robe de mariée. Au Club des mariés, nous proposons une large sélection de robes de mariée modernes et tendances pour répondre à tous les styles et préférences. Avant de planifier un rendez-vous pour un essayage, pourrais-je avoir ton nom et prénom s'il te plaît, ainsi que les dates auxquelles tu souhaites venir essayer des robes? Alors, je m'appelle Isabelle et je suis disponible la semaine prochaine, mercredi. Un moment. Bonjour Isabelle. Merci de m'avoir donné ces informations. Je serais ravie de t'aider à trouver la robe de mariée parfaite. Je peux te proposer un rendez-vous dans notre showroom de Lyon dès la semaine prochaine. Mercredi. Est-ce que cela te convient? Oui. Parfait. Isabelle, je vais prendre note de ta disponibilité pour la semaine prochaine. Mercredi, je te propose un rendez-vous dans notre showroom situé au 11 place Antonin-Poncet. Lyon. Nous allons pouvoir discuter de tes préférences et te proposer des robes de mariée qui correspondent à tes goûts et attentes. Les essayages de robes de mariée sont une expérience spéciale et nous mettons tout en œuvre pour que tu te sentes à l'aise et soutenu dans ta recherche de la robe parfaite. Si tu as d'autres questions ou des demandes spécifiques, n'hésite pas à me les communiquer. Je suis là pour t'aider. Si vous avez une autre question, je vous écoute. Quel budget faut-il prévoir? Un moment. Le budget pour une robe de mariée peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le style, la qualité des matériaux, les détails de conception, etc. Chez Club des mariés, nous proposons une sélection de robes de mariée à des prix abordables sans compromettre la qualité. En moyenne, nos robes de mariée à Lyon sont environ 30% moins chères que celles que l'on peut trouver dans les boutiques traditionnelles. Cependant, il est difficile de donner un chiffre précis sans connaître tes préférences et tes attentes. Lors de notre rendez-vous, nous pourrons discuter de ton budget et trouver la robe qui correspondra à tes envies tout en respectant tes contraintes financières. N'hésite pas à me faire part de ton budget approximatif. Cela me permettra de mieux t'aider lors de notre rencontre. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez demander?
Oui, je voudrais savoir si il faut laver la robe avant la date du mariage. Un petit moment. Bonjour. Lorsqu'il s'agit de laver une robe de mariée, il est généralement recommandé de faire appel à un professionnel du nettoyage. J'arrête la démo là parce que le temps tourne. Borja, en 2 mots, là, tu peux nous dire un petit peu ChatGPT Alors, dans cette démo, comment ça s'est alors, intégré? comme l'a dit Louis Clément, bah, on a donné une mission avec un rôle, en donnant beaucoup de contraintes, parce que vendre une robe de mariée, moi j'ai appris ça, je n'ai jamais acheté. C'est un produit très technique qui demande énormément de contexte. Et donc, on a essayé de charger un maximum. C'est un projet avec lequel on travaille, une société lyonnaise. Et donc, là, l'objectif, ça va être d'aller encore plus loin. Parce que voilà, ChatGPT avait nativement énormément de réponses spontanées qui étaient justes. Par contre, pour chacun des clients, il y a des subtilités, il y a un positionnement marketing et commercial qui sont en train d'être ajustés. Donc là, c'est tout le rôle de ChatGPT, c'est de lui laisser une certaine marge de manœuvre pour pouvoir répondre ouvertement et en même temps de le contraindre quand même à respecter la politique commerciale et les enjeux commerciaux de l'entreprise. Donc on le voit, on entend parfois des mots qui viennent à un moment, s'il vous plaît. C'est typiquement l'action que l'on met en œuvre pour éviter un blanc qui ferait que la personne serait amenée à reparler ou ne comprendrait pas ce que est en train de faire la machine. Ok, bah écoute, je te remercie. Pour conclure ce webinaire, en un mot, Louis Clément, ChatGPT, alors qu'est-ce que... Moi, je dirais que faire un chatbot avec du ChatGPT dedans, c'est pas très compliqué. Par contre, on va faire un chatbot avec ChatGPT qui est pas soumis aux hallucinations, qui respecte les données personnelles de vos clients et bah, qui va pas non plus raconter n'importe quoi. C'est là où est la difficulté. Il y a notamment, bon, donc ça, vous avez vu l'architecture qu'on met en œuvre, mais ouais. Ça demande un peu de travail pour faire les choses correctement, mais à mon sens, c'est C'est probablement une faisable. partie de l'avenir de la relation client. Bon, et toi, Borja, en un mot? C'est Bon, meilleur que alors, moi, moi. ça va être difficile, mais c'est révolutionnaire. À notre niveau, voilà, on change complètement d'échelle sur des choses qui étaient très programmation. Là, on est face finalement à pratiquement un stagiaire qu'on vient coacher pour répondre. Donc, je pense que c'est des technologies qui sont très prometteuses. On a au tout début, ça va continuer à se développer. On l'a vu avec les voix hyper expressives. Alors, on n'a pas mis une sur la démonstration, mais ce sera peut-être l'occasion du prochain webinar. Il y a vraiment un effet waouh derrière toutes ces technologies. Et voilà, le train est en marche et on l'a pris. Super. Et toi, Frédéric? Bah, c'est lancez-vous, c'est vraiment important puisque il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Nous, on le voit hein, chez nos clients. Il y a une courbe d'apprentissage entre les personnes qui se lancent et le moment de maîtriser un petit peu les technologies, savoir ce qu'on peut en faire. Et il faut vraiment commencer tout de suite pour intégrer ça avec des petits projets, des choses simples, et ensuite petit à petit essaimer et égrener en fait dans les différents services et automatiser lorsque c'est nécessaire et garder de l'humain lorsqu'il le faut. Voilà. Bah, super. Bah, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. On peut rester encore quelques minutes si vous souhaitez, s'il y a Il y a d'éventuelles pas mal de questions. questions, oui. Bon. Bah, Frédéric, je sais que tu as un peu suivi les questions sur le chat. Tu en as Alors oui, il y en a quelques-unes. plusieurs. Alors il y a une première question qui m'a été posée en privé qui est combien de temps ça met pour mettre en place un chatbot ou un callbot avec Louis Clément. ChatGPT, hein. Ou même sans ChatGPT, tiens, ça peut On être dirait, intéressant. ça dépend de la complexité et du nombre d'intégrations à réaliser. Mais j'ai entre 2 à 3 mois et souvent la durée ou en tout cas le délai, il vient plutôt du côté des clients que des intégrateurs, de ce que l'on a pu voir. Ouais, je dirais Ah, la même chose. Là, au niveau de la complexité, ça peut, pour la partie téléphonique, il y a un raccordement, une intégration parfois à faire pour les clients, donc ça peut être plus ou moins compliqué en fonction de l'infrastructure existante. Et puis, de toute façon, c'est STP. Il y a des phases. On commence par les questions les plus élémentaires et ensuite on surcharge la complexité, l'habilité de la machine à répondre sur des questions de plus en plus compliquées. alors il y a une autre question qui m'a été aussi posée en privé qui est vous avez beaucoup parlé de ChatGPT, qu'en est-il de Bard? Alors, bonne question, hein. C'est vrai que Louis Clément, tu nous as pas parlé des autres moteurs. Ah, c'est marrant, avant qu'on se parle, j'ai demandé à la fois à Bing Chat et à Bard de me faire un comparatif des différents grands modèles de langage avec un tableau, parce qu'ils sont censés tous les deux avoir accès à Internet. Et dans les deux cas, ils m'ont donné des réponses fausses.
Alors que pour ChatGPT, à qui j'ai donné des éléments qui venaient de différents articles et je lui demandais de me faire le tableau comparatif, le résultat était bien meilleur. Moi, je suis toujours un peu sceptique pour l'instant sur Bard. Il y a eu des annonces qui disaient que ça allait être révolutionnaire, mieux que ChatGPT, etc. Aujourd'hui, clairement, on n'y est pas encore. Néanmoins, Google a rappelé un de ses fondateurs qui travaille sur un nouveau modèle qui serait une version visiblement beaucoup plus avancée de Bard qui sortirait à la fin de l'année ou tout début 2024. Donc, wait and see. Je pense que Google va essayer de rester dans la course. Ouais. Alors, il y a une autre question, je pense qu'il y a répondu tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même intéressant de, de revenir dessus. C'est la compliance de RGPD. Comment fait-on pour que les données ne transitent pas par les serveurs de OpenAI, la confidentialité des données, etc., etc. C'est un peu ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est rajouter une brique de pseudonymisation qui va intercepter l'intégralité des données personnelles présentes dans les messages de vos clients, transformer ces données en variables. Par exemple, pour reprendre mon exemple, mais c'est si j'avais intégré mon nom de famille dans le message, bah, je ne vais pas envoyer Shields à ChatGPT ou à un modèle équivalent, mais je vais envoyer last name. Et lorsque la réponse, bah, lorsque je vais récupérer la réponse, je vais réinsérer la donnée personnelle du client dans le message avant de lui afficher. J'aurais fait en sorte qu'elle n'ait jamais quitté mes serveurs qui sont hébergés en France. C'est le parti pris qu'on a eu nous. Après, il y a peut-être d'autres méthodes, hein, mais ça me paraît être le plus sûr. Prend pas de risque, on n'envoie pas la donnée. Voilà, puis Alors, il y a les hébergements sur les solutions dites open source. Donc ça aussi, ça va permettre, je pense, de couvrir là complètement les environnements clos que nécessitent certains clients. alors, il y a une demande aussi qui est y a-t-il une solution de ChatGPT pour désengorger le standard téléphonique? Et une autre personne qui disait juste après, est-ce qu'il est possible de gérer un helpdesk plus technique type assistance informatique? Donc, je pense que il y a deux questions différentes. Est-ce que le helpdesk est comme assez complexe? Et la première question, est-ce que les bots peuvent soulager un service client? Alors, forcément, on l'a vu tout à l'heure, hein, ils sont capables de traiter les appels en direct. Alors, pas tous les appels, ça dépend un peu de la complexité et de la réponse qu'on doit apporter à ces appels, mais c'est un peu l'objectif hein, de tout ce qu'on fait, c'est justement de désengorger et d'améliorer l'expérience utilisateur parce que dans la plupart des grandes sociétés, il y a un problème de joignabilité, il y a un problème de disponibilité des agents qui agace très fortement les clients qui appellent, ils n'arrivent pas à rentrer en contact et exprimer des besoins sur des solutions qu'ils ne trouvent pas sur les autres canaux. Et je Donc donnerai un oui, exemple c'est concret. l'objectif. Ouais. On a travaillé avec Borja et donc sur un cas client qui est Enedis. Donc si vous appelez et que vous n'avez pas d'électricité, vous risquez de tomber donc sur un bot au téléphone. Et son rôle en fait à lui est justement d'aller traiter les appels à faible valeur ajoutée, puisqu'en fait, j'en parlais tout à l'heure, des appels polluants, des appels automatisables, des appels à valeur ajoutée, des appels proactifs. Et le problème en fait qu'avait Enedis, c'est que en fait, il y avait des gens qui les appelaient pour leurs problèmes de facture d'électricité. Sauf qu'en fait, Enedis, ils ne gèrent pas du tout les factures d'électricité, ils gèrent que les problèmes techniques du réseau. Et donc, ils avaient beaucoup comme ça d'appels polluants. Donc, le bot, en fait, était chargé de dire, OK, bah, vous nous appelez pour un problème de facture électrique, voyez avec votre fournisseur. Pareil, il y a des gens, en fait, qui disaient, bah voilà, j'arrive pas à accéder à mon compte, ou alors j'ai un problème sur un suivi de panne, etc., etc. En fait, on leur envoie un SMS qui permet d'aller directement sur l'application ou d'aller directement sur leur compte ou de faire un suivi. Donc, favoriser tout ce qui est self-care qui a peu de valeur ajoutée. En revanche, lorsqu'il y a vraiment une urgence électrique, c'est-à-dire un feu, un compteur qui brûle, des fils électriques qui sont tombés, là, en fait, le bot, il identifie, hey, il y a quelque chose qui est super important et il va bypasser tout le monde et il va les envoyer dans la bonne file d'attente vers l'urgence électrique. Même s'ils ont appelé un numéro de téléphone qui n'est pas urgent au départ, selon la urgence, elle a été traitée. Et bien sûr, le bot, il s'est envoyé des SMS, etc. Et on a vu que grâce à ce bot-là, on arrivait à faire baisser de quelques pourcents, 5, 10%, le nombre d'appels qui sont traités par les agents. Et c'est vraiment un gain de temps et un gain d'efficacité pour les équipes. Un beau cas d'usage. Et toi, Louis Clément, là, sur effectivement, la partie plus technique, le support plus technique, ça s'apparente un petit peu à ce que tu as fait avec le MEDEF en Suisse, là, non? Ouais, alors tout à fait. En fait, aujourd'hui, on peut faire des bots qui font du diagnostic. Donc, ça, on n'a pas forcément besoin de ChatGPT. On va poser une série de questions, savoir quel est le matériel concerné et apporter, faire des recommandations de solutions. Donc, c'est, on va dire, la version de base qu'on pouvait déjà faire avant qu'OpenAI nous mette à disposition ses API.
Mais désormais, on peut en plus avoir tous les manuels des différents produits, avoir des guides de réparation, etc., qui font qu'on va être en capacité d'apporter. Avant, GR, on avait une réponse de niveau 1, maintenant, on pourra avoir une réponse de niveau 2. Et peut-être que plus tard, on aura carrément une réponse de niveau 3. Mais niveau 2, ce que j'appelle niveau 2, c'est une réponse personnalisée à un problème spécifique et le déclenchement d'actions de gestion derrière. Donc, ça peut être inséré dans le CRM qu'il va falloir rappeler le client, commander la pièce, la faire livrer, etc. On est vraiment sur des bots qui vont beaucoup plus loin que ce qui se faisait il y a encore quelques années. Alors, il y a une Une dernière question question, Frédéric. ouais, une question de Céline qui dit compatibilité avec les clients seniors. Est-ce qu'ils vont pas être énervés avec un chatbot ou un callbot? Sur le téléphone, nous on le voit souvent, hein, les utilisateurs se sont mentalement préparés à argumenter face à un agent, et là, c'est la douche froide, c'est la machine. Donc ça aussi, c'est le savoir-faire qu'on a, nous, d'essayer finalement d'appréhender au mieux ces utilisateurs qui sont plutôt réticents à parler à une machine. Alors, ça se vulgarise, hein, le fait qu'on envoie un peu partout et qu'on soit amené à être confronté à des interfaces à chaque fois de plus en plus riches, y compris sur des choses euh, sur les interfaces traditionnelles web ou autres. Donc, il y a une adoption aussi qui est en cours, et y compris pour les personnes d'un certain âge. Mais le fait d'utiliser le téléphone, c'est inclusif, la voix, c'est inclusif. Donc, la machine arrive à détecter, et quand bien même il y a une réticence forte, là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la machine, soit par incompétence, soit parce que finalement elle détecte finalement une irritation, elle va, si elle a la possibilité, avoir la capacité de transférer à une personne qui peut prendre le relais. Ah, il y a une Bah, petite question super. qui dit, peut-on faire la mise à jour de la base de données avec le callbot lié au CRM? Alors, je pense que la question est oui. Et ce qui serait intéressant, ça serait de lier ça au cas, une question qui était précédente sur les callbots d'appel sortant. Donc, Borja, Oui. tu as peut-être un exemple de callbot d'appel sortant qui met à jour un CRM. Alors, on a beaucoup de cas d'appels sortants. Alors, on appelle essentiellement des clients en base, hein, pas de la prospection. L'objectif, c'est, par exemple, dans le cas d'un recrutement d'intérimaires, d'avoir des fiches, et ces fiches-là, de rappeler ces intérimaires pour voir, un, s'ils sont toujours disponibles, s'ils sont mobiles et s'ils ont le bon niveau de formation. Donc, mettre en place un appel avec un centre de contact ou avec les agents, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on gère des campagnes pour des agences intérimaires, justement, qui permettent d'avoir instantanément à la liste des meilleurs candidats de proximité, bonne formation, disponibilité, et donc de pouvoir atteindre des objectifs commerciaux pour ces sociétés qui doivent placer des intérimaires. Ce qui est intéressant, Borja, de préciser sur ce cas d'usage, c'est que vous avez aujourd'hui la capacité d'appeler des dizaines de milliers de fiches très rapidement, là où il faudrait mettre potentiellement des centaines d'humains sur un call center pour faire la même chose. Oui, tout à fait. Ben, tout est virtualisable dans nos environnements. On est sur du logiciel et hébergé souvent dans des environnements SaaS. Donc, ça permet effectivement d'avoir une capacité de réagir et de collecter très rapidement des données. Alors, satisfaction client, relance d'impayé, voilà, il y a quand même pas mal de sujets qui viennent se greffer autour de ces appels sortants. On considérait qu'avec la réglementation qui régule essentiellement la téléprospection abusive, hein, qu'on a tous subi, là, il s'agit de créer de la relation et d'apporter des réponses voilà, avec un niveau euh, facilement intégrable. On parlait des personnes âgées, certains ne consultent pas les SMS, donc c'est aussi finalement des moyens qu'on a pour rappeler, par exemple, une livraison. Alors, il y a une question de Sandrine qui dit, un agent spécialisé en DSI peut-il s'en sortir seul ou doit passer forcément par un fournisseur de conseils et d'aide? Alors, moi, je Est-ce qu'il considère faut ce qu'on faire, fait, est-ce qu'on peut se débrouiller tout seul ou est-ce qu'il faut faire appel à des sociétés comme Webotit, Eloquent ou Voxibot? je pense qu'il y a des solutions simples qui existent pour commencer à faire des choses, mais nous, on est sur un niveau, on travaille essentiellement avec des grands comptes où il y a un ajustement, il y a une prise de contexte qui est quand même relativement complexe. Je pense qu'à notre niveau, ce qu'on propose nous en autonomie, c'est difficile. Je ne sais pas si Louis Clément, tu donnes des plateformes directement
aux En fait, clients, mais je vous pense que avez, en open source, vous avez des librairies qui vous permettent de faire des bots qui vont faire les sbroofs. C'est-à-dire, très facilement, vous pouvez faire un chatbot avec du ChatGPT, mais qui va traiter 80% du flux et qui va raconter des bêtises dans 20% des cas. Donc, c'est toujours pareil. Si vous êtes sur des sujets assez peu sensibles, vous pouvez vous permettre de se dire, bon, bah, j'ai 20% des réponses qui vont être à côté de la plaque. Vous n'avez pas forcément besoin d'intégrateur. Après, quand vous êtes dans des contextes où vous avez une image de marque et une nécessité d'avoir les réponses les plus parfaites possibles et déclencher les bonnes actions dans le CRM, c'est là où passer par des acteurs comme les trois que vous avez en face peut être pertinent. Alors, Il il y a y a une moyen de question, s'amuser à faire les choses de son côté. une question de Marie qui dit nous sommes en B2B, est-ce que c'est aussi simple qu'en B2C? Alors, moi, j'ai une première réponse qui est les bots, c'est quand il y a du volume, donc forcément, le B2C, c'est le privilégié, mais le B2B est aussi bon. Alors, je sais pas si Clément ou. Moi, j'ai un cas d'usage qui est assez, c'est on scrape de la donnée sur LinkedIn et on combine ça avec les informations du secteur d'activité plus les informations sur l'actualité de l'entreprise. Et on a la capacité de générer ce qu'on appelle des icebreakers. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez un mail qui va être ultra personnalisé. Vous avez l'impression que c'est un de mes commerciaux qui a pris 10 minutes pour étudier votre boîte et votre profil pour vous écrire. Alors qu'en fait, c'est du ChatGPT qui a généré l'email qui va vous être envoyé. Donc ça, c'est un cas plutôt en outbound vente qu'en relation client. Mais ça paraît tout à fait, enfin, ça fonctionne très bien. Donc en fait, on voit pourquoi ça ne marcherait pas en B2B. Peut-être une autre réponse, Borja, sur la partie non, téléphone. bah, nous, en B2B, comme c'est le canal téléphonique, ben, est-ce qu'on a que les numéros génériques, on a le numéro de portable des utilisateurs. Pour nous, c'est assez similaire. La contrainte, c'est de passer la barrière du standard qui peut être limitatif en B2B. Alors, il y avait une dernière question de Philippe qui demandait une idée de budget pour un site immobilier à l'île Maurice, mais c'est vrai que ça, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment étudier la demande, connexion, système d'information, etc., etc. Donc ça, je pense que il suffira de demander aux intervenants s'ils peuvent vous faire une estimation en précisant le périmètre, ce qu'il faut faire, etc., etc. Alors, Tu je l'as crois dit, qu'on a. il y Oui, a des vas-y. curseurs entre la complexité et la volumétrie euh, pour nous, ce qui concerne des appels. Donc, automatiser, ça demande un effort. Donc, il faut que cet effort soit récompensé par l'usage. Et donc, tous les projets ne sont pas viables dans le contexte de l'automatisation. Alors, je crois qu'on a fini notre session de questions-réponses. Donc, Frédéric, je te laisse prendre Bah, la main pour le mot de la fin. pour conclure, déjà, merci beaucoup, hein. Merci à Borja, Frédéric et Louis-Clément. Je pense que votre retour d'expérience est très intéressant. On voit que ChatGPT, effectivement, c'est vraiment cette révolution. Moi, ce que je retiens, c'est oui, c'est une révolution, il y a de la valeur ajoutée. Par contre, il faut quand même maîtriser la bête, hein, et voilà, et travailler avec des gens compétents. Et puis, merci également à tous les participants d'avoir pris de leur temps pour participer à votre conférence. Donc, je vous Alors, souhaite une j'ai une belle fin de dernière journée. question qui est, est-ce qu'on va recevoir les vidéos de démo Ah bah dans le oui. replay? Oui, Ouais. la réponse est oui. Voilà. Tu as C'était les l'une liens, de mes Bonne journée à questions. tous. tu as les liens, Frédéric, elles sont hébergées. Donc, on va juste rajouter le lien dans le slide. Parfait. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.